Bonsoir à tous. Ce soir dans Infopolitique, nous parlons de continuité territoriale avec Maya Césari, conseillère régionale de l'Alliance. Nous parlons également de gestion municipale avec Vanessa Mironville, maire de la Possession. Et enfin, nous parlons de logement avec Éric Fontaine du CNL, la Confédération nationale du logement. Dans cette troisième partie d'émission, vous pourrez lui poser vos questions en direct. Nous commençons tout de suite avec notre première invitée. Maya Césari, bonsoir. Bonsoir. Alors, cette continuité territoriale, aujourd'hui, pose un problème. C'est le Paul Vergès qui l'avait institué au départ, instauré. Au départ, qu'est-ce qui a été l'objectif? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va en faire finalement? Alors, au départ, c'était la continuité territoriale vue par l'État. Ce qu'il faut rappeler, c'est que l'État avait voté 30 millions d'euros de mise à disposition de la continuité, enfin, d'une enveloppe de 30 millions d'euros pour l'ensemble des Outre-mer français, ce qui représente une somme largement insuffisante au regard à la fois de la distance de ces Outre-mer et du nombre de populations dont il s'agit. Si on prend l'exemple de la Corse qui, elle, dispose d'une continuité territoriale vers le continent depuis 1982, cette continuité territoriale correspond à une enveloppe annuelle de 160 à 185 millions d'euros par an. Donc 30 millions d'euros pour l'ensemble des Outre-mer français, c'était déjà historiquement, enfin dans les années 2002, voilà, ça fait depuis 2002 qu'on parle de cette continuité territoriale des Outre-mer. 2002, puis 2003, le temps de mettre en place les choses. Et en 2004, on a démarré, nous, à la région, avec une enveloppe largement insuffisante de 8 millions d'euros. Il y a un moment donné, pendant la mandature de Paul Vergès, il y a eu une menace de laisser tomber ce dispositif, parce qu'à ce moment-là, la région trouvait que l'État ne jouait pas assez son rôle. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, la région a mis en place des critères assez stricts, finalement, pour pouvoir rester dans l'enveloppe imposée par l'État. Et ces critères devaient être validés. De 30 millions pour l'Outre-mer, combien pour la Réunion? 8 millions étaient à la disposition de la Réunion, ce qui est très peu finalement. Si on voit qu'il y a 800 000 réunionnais, eh bien, ça fait environ 10 euros par personne. C'est vraiment extrêmement négligeable. Donc les critères ont été proposés par la collectivité régionale, puis validés par l'État, puis doivent être également validés au niveau européen. Et on a fait une première expérimentation en 2004. En 2005, on a proposé une révision des critères et on a utilisé les reliquats de l'année 2004, puis également en 2006. Et en 2007, ce qui s'est passé, c'est qu'on nous a dit qu'il s'agissait d'une dotation. Vous ne pouvez pas utiliser les budgets de l'année précédente pour l'année suivante. Enfin, il y a eu donc un désaccord entre l'État et la collectivité régionale. Et en 2007, on s'est retrouvé avec un déficit de 13 millions d'euros, si je ne m'abuse, au moins 13 millions d'euros en tous les cas, au détriment de la collectivité régionale, mais au détriment de tous les Réunionnais. Et donc, le président de la région a dit stop, il faut que l'État nous rembourse, puisque la région faisait l'avance systématique de cette somme. Et donc, en 2008, le dispositif a été arrêté. Mais ce que je rappelle, c'est qu'en 2009, Yves Gégaud est arrivé à La Réunion, février, je crois, et a promis des billets d'avion à 440 euros. On réouvre la continuité territoriale à La Réunion et il y aura 50 000 billets d'avion à 440 euros. On les attend toujours. Donc ensuite, on sait bien que les élections sont passées par là. 2010, changement de majorité régionale avec l'arrivée du président Didier Robert à la pyramide inversée. Lui a changé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lui, depuis qu'il est arrivé, il a décidé que c'est à la région de mettre la main à la poche. Bon, le contexte était aussi particulier. Nicolas Sarkozy était toujours président. C'était aussi une façon de soutenir la politique du gouvernement. Sauf qu'aujourd'hui, c'est quand même 24 millions. Aujourd'hui, c'est 24 millions. En cumulé depuis 2010, c'est pas moins de 70 millions d'euros
qui ont été injectés dans la continuité territoriale réunionnaise par les Réunionnais. Finalement, on prend dans une poche on prend dans une main pour donner de l'autre main, et on fait croire aux Réunionnais qu'on offre une continuité territoriale, mais qu'on prend sur des budgets réunionnais, alors que l'ensemble de la Réunion aussi bien au niveau politique qu'au niveau des socioprofessionnels, s'accordent à dire que la continuité territoriale, c'est un principe fondamental de cohésion des territoires français, puisqu'il s'agit de la France, et que ce principe fondamental doit être supporté par l'État et par l'ensemble des Français. Et non pas, bien sûr, si c'est à chaque région de financer sa continuité territoriale, il n'y a plus de solidarité entre la nation et les territoires éloignés. Et donc, nous dénonçons vigoureusement cette posture, parce que c'est une posture de mensonge. C'est une posture où on laisse croire qu'on met en place une continuité territoriale, mais en fait, c'est au détriment de d'autres projets qui pourraient être faits, des projets d'investissement, de structuration, de développement de la Réunion. Avant d'aller plus loin, je voudrais revenir à cette assemblée plénière du 28 octobre, où chacun devait apporter quelque chose à la discussion, ne serait-ce que sur la baisse du billet d'avion, sur quels critères mettre en place pour que gérer cette continuité territoriale concerne le plus grand nombre ou seulement ceux qui en ont besoin. On a entendu la ministre de l'Outre-mer, Georges-Paul Angevin, dire que ça doit être pour ceux qui en ont vraiment besoin. Aujourd'hui, quelle est la position de l'Alliance, de votre mouvement, sur ce dispositif ? Alors, nous, notre position, elle est continue. On se bat et on s'est battu. Alors, quand on dit qu'on continue, c'est que vous restez sur cette position. Oui, notre ligne, elle est droite. On ne dévie pas de notre ligne. Et on a fait plusieurs motions, plusieurs courriers au niveau du gouvernement. On a appuyé comme on peut, et on continue à le faire, pour que cette continuité territoriale entre la Réunion et la métropole soit payée par l'État français. Ensuite, si l'État français dit l'enveloppe est fermée, eh bien, il faut avoir une position responsable d'élu et proposer des critères qui engagent à tenir dans l'enveloppe qui nous est réservée. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit une collectivité régionale qui propose des décisions modificatives budgétaires successives qui sont absolument pas contrôlées, absolument pas régulées, et qui sont la porte ouverte à une déviance totale. Pour résumer, donc, c'est à l'État de payer cette continuité territoriale. Pour vous, c'est ça ? Pour nous, c'est ça. Par ailleurs, la Réunion devrait s'interroger sur sa capacité à beaucoup plus s'autonomiser dans le prix des billets d'avion. Nous avions proposé, lorsque nous étions en fin de mandature précédente, que la Réunion investisse dans un A380 qui serait 100% d'une seule classe, la classe économique des billets d'avion. Donc ça faisait un A380 avec plus de 800 places et un modèle économique qui restait effectivement à vérifier, mais pourrait être que cet A380 permette d'avoir des billets d'avion systématiquement au même tarif, quelle que soit la période, et avec un tarif suffisamment bas pour que la majorité de la population puisse voyager. On a abordé le thème des billets d'avion à moins de 500 €. À cette époque, on était à moins de 500 €. Peut-être qu'on serait à 600 € étant donné le prix du baril aujourd'hui. On parle des prix de 2009, donc il faut ramener au prix actuel. Même si on arrivait à avoir des billets d'avion à 600 € entre la Réunion et Paris, ce serait à mon avis une grande avancée, parce que ce serait non seulement une avancée pour les Réunionnais vers la métropole, mais également pour les Réunionnais qui sont en métropole en retour vers la Réunion, et également ça permettrait de développer le tourisme.
bien sûr, parce qu'aujourd'hui, c'est un des freins au tourisme, la continuité territoriale. Enfin, pas la continuité, le prix des billets d'avion. Est-ce que vous avez réussi à vous faire entendre dans ce débat dans l'hémicycle du Conseil régional le 28? Est-ce que vous avez été entendu? Non, absolument pas. On- il y a des postures qui sont absolument figées. Nous, on considère que la manifestation d'il y a quelques semaines, organisée par le président de région, n'est que purement électoraliste et il n'y a pas eu de débat au fond. Et on a proposé la constitution d'un groupe de travail qui ne serait pas juste une assemblée plénière, mais un groupe de travail approfondi sur comment travailler sur le prix des billets d'avion. On n'a pas eu de réponse. De toute façon, ce problème du prix du billet d'avion, il est récurrent. On pensait que la création d'Air Austral allait changer les choses. Finalement, on voit pas, on n'a pas vu le prix du billet vraiment descendre, baisser. Et encore d'ailleurs, et aujourd'hui, c'est vrai ce que dit ceux qui sont responsables, enfin les compagnies aériennes, c'est qu'aujourd'hui aussi, il y a une réalité, c'est que les avions sont pleins. Oui, de toute façon, même au niveau mondial, les charters ont pris leur place. À La Réunion, une compagnie est arrivée il y a quelques mois, hein, c'est pas très ancien, mais nous, on est convaincus qu'un modèle charter sur un A380 en classe économique serait un modèle soutenable. Il faut le travailler. Il y a besoin du niveau technique et il y a besoin également d'une volonté politique forte pour piloter ce projet. Vous êtes quand même consciente que depuis que ce soit la mandature de Paul Vergès ou aujourd'hui, ce problème-là se pose toujours. Ce sont des propositions qui sont récurrentes, mais que pour l'instant, il n'y a toujours pas de solution au bout. C'est vrai, mais les solutions, elles arrivent au fur et à mesure du travail effectué. La proposition d'A380 en format 100% classe économique, c'est une proposition qui a été formulée en fin de mandature. Mais je veux dire, peut-être qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas d'A380. Donc voilà, les technologies avancent également et les propositions doivent s'adapter à ces nouvelles technologies et peuvent permettre d'obtenir des solutions. Est-ce que, quelle que soit la majorité à l'Assemblée, au Conseil régional, est-ce que quelque part, cette compagnie aérienne, Air Austral, ça sert un peu de cheval de Troie aussi à ceux qui ont des ambitions politiques, à ceux qui veulent essayer d'imposer leur pouvoir? Est-ce que quelque part, c'était pas ça l'erreur depuis le départ? Oui, je pense qu'il faut que Air Austral ait son assise et son autonomisation vis-à-vis des politiques. Et ensuite, cette compagnie charter, soit elle peut sortir d'Air Austral, ou il peut y avoir une autre proposition qui peut être formulée également. Alors, on va revenir sur le dispositif de la continuité territoriale. Le débat apparemment se poursuit. Comment allez-vous vous faire entendre? Comment allez-vous vous faire entendre vos propositions? Eh bien, nous, on a fait une motion qu'on continuera à porter auprès de nos parlementaires et ça continuera à faire l'objet d'une réflexion plus globale sur l'avenir de la Réunion, sur un projet de développement pour notre territoire auquel nous travaillons actuellement. On peut regretter qu'aujourd'hui, j'allais dire que ce dispositif est devenu un enjeu électoral. Ah oui, c'est dommage parce que c'est un véritable principe de cohésion du territoire, c'est un véritable principe d'égalité. Et à notre niveau, on pense que quand on se bat pour l'égalité, il ne faut pas transiger en fait. Et c'est l'erreur qu'a faite Didier Robert, c'est de pactiser avec l'État en disant moi je paierai le complément, voire je paierai plus, puisque finalement maintenant la région met plus d'argent que l'État sur la continuité territoriale. Et quand on se bat pour l'égalité, eh bien ça doit être un principe intransigeant. Là aussi, il y a peut-être un paradoxe, que si on regarde bien, ce dispositif appartient à l'État. L'État pose des critères, l'État dit que c'est pour ceux qui en ont vraiment besoin et que ceux qui ont un salaire n'ont pas droit. Et aujourd'hui, la région veut faire pour tout le monde.
enfin, également ceux qui ont des revenus plus ou moins égaux à 9 000 euros. Alors, qui doit décider, la région ou l'État? À qui appartient ce dispositif? Ce qui est important quand on est élu, c'est de ne pas avoir de position démagogique. C'est ce qui est délétère, c'est la posture démagogique de dire moi je vais financer pour tout le monde, alors qu'on sait que les finances de la région ne sont pas en mesure de financer pour tout le monde. C'est mentir aux gens que d'avoir ces positions démagogiques. Et aujourd'hui, avec 70 millions d'euros, eh bien, on aurait pu peut-être construire 2 lycées pendant ces 5 dernières années. Et aujourd'hui, la collectivité reconnaît dans son propre schéma de développement éducatif, reconnaît la nécessité d'avoir un lycée de plus par micro-région, d'avoir 4 lycées de plus dans les prochaines années. Mais quand on parle dans les prochaines années, c'est pas dans 20 ans ou 30 ans. C'est vraiment dans les années à venir. Et il n'y a que les moyens pour un prochain lycée. Et les orientations budgétaires que nous avons votées à la précédente plénière, eh bien, ne prévoient qu'un seul lycée supplémentaire, alors que 70 millions d'euros, ça aurait pu permettre d'en construire 2. Ça veut dire que pour revenir à ces orientations budgétaires, ça veut dire que aussi le projet de la route rurale ponctionne ce budget d'investissement? Bien sûr, le projet de la nouvelle route du littoral ponctionne c'est un projet d'investissement. Hein, mais c'est un projet d'investissement absolument pas contrôlé. Et aujourd'hui, la collectivité, elle ne suit pas ces orientations, elle ne suit pas la ligne qu'elle s'était donnée en matière de bonne gestion. Et ce projet est absolument pas contrôlé au niveau budgétaire. Et ce que nous demandons, tout comme pour le barrage qui fait débat au niveau national, eh bien, nous demandons la réouverture de ce dossier sur le plan budgétaire et qu'une mission financière soit déléguée. Alors, il nous reste 3 minutes. Oui. Pour revenir là-dessus, Georges Paul-Langevin, la ministre de l'Outre-mer, a répondu à Thierry Robert que ce projet est devenu un chantier, que le chantier est déjà en route. Est-ce qu'il y a encore une possibilité de remettre en cause ce projet? Enfin, ce chantier. À notre avis, oui. Il n'est jamais trop tard de le remettre en cause tant qu'il n'est pas commencé. À un autre niveau, pour nous, il n'est pas commencé. Le projet du barrage, d'ailleurs, était aussi très avancé. Malgré tout, la ministre de l'écologie a dit on rouvre le dossier, on se pose, on réfléchit. Et on pense que la posture responsable d'élus, tant au niveau national qu'au niveau local, doit être une posture prudente vis-à-vis d'un projet aussi pharaonique qui portera un impact majeur sur les fonds de la Réunion pour les 30 ans à venir, si on continue. On a 2 questions avant de terminer. D'abord, dans un an, c'est régional. Oui. L'Alliance, quelle va être sa posture? Et vous, personnellement, qu'est-ce que vous allez faire? Au niveau de l'Alliance, avec Catherine Gau, nous travaillons et avec d'autres collègues également, Béatrice et d'autres, nous travaillons à un projet de développement pour la Réunion. Nous porterons ce projet. Moi, je n'ai pas d'autre prétention personnelle que d'essayer de faire avancer la Réunion. Si c'est pour participer à une équipe, pourquoi pas? Ça n'a rien à voir avec le sujet du débat, mais je vais vous poser la question. Vous avez parlé donc d'une journée de diabète le 14. Oui, le 14 novembre, c'est la journée mondiale du diabète. Et je profite de cet instant, les quelques secondes qui me restent, pour dire à tous les Réunionnais qu'il est important au niveau nutritionnel et au niveau sportif de lutter contre cette maladie quotidiennement et que nous demandons également à ce que les produits agroalimentaires de la Réunion n'aient pas plus de sucre que les produits français, nationaux, métropolitains. Et ça, c'est l'objet d'une loi qui a été votée et dont nous attendons toujours le décret. Dans la réalité, ça s'est mis en place? Moins de sucre dans les produits importés? C'est toujours pas le cas, à ma connaissance. Comment vous pouvez influer là-dessus? Nous continuerons à jouer au niveau de nos parlementaires et au niveau de courriers que nous avons déjà écrits au niveau des ministères. Vous avez déjà dénoncé, ou vous avez dénoncé les produits? Oui. D'accord. En tout cas, merci Maya Césari d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été notre invité. Je rappelle donc que vous êtes conseillère régionale de l'Alliance et que vous avez une position que vous défendez en tout cas sur la continuité territoriale qui est en tout cas totalement différente de ce que propose le président Didier Robert. En tout cas, merci. Je vous propose de rejoindre
l'entrée et puis on va donc nous accueillir notre nouvelle invitée qui Merci. est, bonne soirée, qui est Vanessa Miranville, maire de la Possession, une nouvelle élue depuis municipale 2014, une nouvelle élue qui a, on va dire, qui sur son nom, sur sa façon de faire, asseyez-vous. Bonsoir Vanessa Miranville. Bonsoir. Alors, la question c'est, vous êtes arrivé avec une méthode, vous voulez apporter cette méthode. Aujourd'hui, est-ce que cette méthode est acceptée ? Alors, la méthode, effectivement, pour quand même la détailler, c'est de partir d'un diagnostic. C'est ce que nous avons fait. Nous avons fait un audit des ressources humaines, des finances, des diagnostics, par exemple, des besoins dans les écoles, dans les quartiers, via les conseils de quartier qu'on a mis en place. Donc, cette méthode-là, elle est acceptée dans le sens où, enfin, les gens se sentent entendus dans leurs demandes. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Après, on reste en lien très fréquent avec les citoyens sous diverses formes, des petits déjeuners citoyens, les conseils de quartier, la présence dans les conseils d'école, etc. Pour aussi leur expliquer, je viens de le faire ce soir au comité consultatif des parents d'élèves, que les demandes qui nous sont faites, derrière nous, il y a un circuit administratif et un temps administratif, et malheureusement des contraintes budgétaires qui font qu'on ne peut pas mettre en place tout de suite. Il faut d'abord qu'on étudie, qu'on planifie, qu'on regarde au niveau budgétaire et qu'au fur et à mesure les choses sont faites, mais surtout qu'on les tiendra au courant, et c'est déjà le cas avec un tableau de bord des choses qui sont d'ores et déjà mises en place. Je donne quelques exemples. Les aires de jeu, on avait des aires de jeu qui étaient hors d'usage et dangereuses. Par exemple sur Dodane, on l'a enlevé et bientôt une nouvelle aire de jeu va être mise en place sur Dodane. Celles de Camp-Magloire et de Altela sont déjà opérationnelles. Au mois de février, on aura des aires de street workout, donc de la musculation en extérieur pour nos jeunes, qui vont être mises en place également dans différents quartiers et sur le plateau festival. Donc voilà, ça avance. Ça avance, il y a la méthode, on parlait de la méthode, ce que vous mettez en place, c'est une chose, mais il y a, en face, il y a quand même les critiques. Il y a ceux qui à chaque fois quelque chose qui ne va pas, qui pointe du doigt, ne serait-ce qu'au niveau du Dodane, on a critiqué votre élu en disant qu'il n'était pas présent. On le voit sur les réseaux sociaux où à chaque fois qu'il y a une possibilité de vous montrer du doigt, ça c'est fait. Alors qu'est-ce qui se passe ? À votre avis, c'est la méthode où les gens ont du mal à changer la façon de faire de la politique. On a vu en 2014 le retour de quatre septuagénaires à la tête des mairies. Vous arrivez, vous êtes avec Olivier Warreau, le maire du Port, les deux jeunes, ceux qui représentent cette nouvelle génération. Alors, c'est le regard des politiques, c'est le regard de la population. Qu'est-ce qui a du mal à évoluer ? Alors, moi, je pense qu'il faut faire la part des choses. Qui nous critique sur les réseaux sociaux ? C'est pas le citoyen possessionné qui va venir nous critiquer. C'est l'opposition, c'est les gens qui vont toujours trouver à redire quoi qu'on mette en place. Une opposition, par exemple, qui a voté contre la mise en place de chèques eau, qui va nous permettre de faire en sorte d'aider les gens qui sont avec des factures et des impayés d'eau. Voilà, donc déjà, il faut faire la part des choses sur d'où vient la critique. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, la méthode est innovante, mais très honnêtement, moi, le retour que j'ai de tous mes élus de quartier qui font des permanences toutes les semaines, c'est que les gens leur disent on est vraiment content, mais ils voient que n'a du changement, que Zot, il laisse plus des agents rester sur le bord de chemin sans vraiment de travail à faire, que maintenant, les gars, là, ils bossent sur le bord de chemin, que n'a vraiment du dynamisme, que n'a des actions de mise en place, par exemple les sorties familiales une fois par mois sportives sur nos parcours de plein air. Voilà, donc les gens sont vraiment dans la reconnaissance que cette méthode correspond à leurs attentes, c'est-à-dire de la transparence, de l'efficacité et surtout de la justice. Personnellement, au-delà même de la méthode et aussi de la culture politique de la possession, arrivé après 40 ans de règne de feu Roland Robert, c'est quelque chose aussi qu'il faut gérer. Oui, malheureusement, on arrive avec un passif. Je donne un exemple. Sur les ressources humaines, on vient de découvrir qu'entre début de l'année 2013 et mars 2014, il y a eu 10% d'augmentation de la masse salariale.
donc des recrutements ou des augmentations qui ont été données aux agents, et surtout des recrutements qui visiblement voilà, n'avaient pas d'utilité pour le travail qu'il y a à faire en mairie. Voilà, maintenant on a ces données-là, on les prend en compte, on regarde, c'est un travail de fourmi en fait, service par service, qui fait quoi. On est en cours de réorganisation, un nouvel organigramme est en place depuis le mois dernier, et voilà, les choses commencent à se mettre en place. Mais il y a quelque chose d'extrêmement positif, c'est que les agents viennent nous voir, les élus ou le cabinet, en disant enfin, nous peut mettre en place des projets, nous les solliciter pour avancer, pour avoir des idées. Nous les pas là juste pour exécuter. Et ça, nous les vraiment contents de pouvoir exprimer à nous aussi, parce que nous fait ce travail-là, le service public, c'est une passion, c'est une vocation, et nous avons envie de mettre en place des choses pour les habitants de la possession, et enfin, il donne à nous l'occasion de faire ça. Ça fait 7 mois oui. que vous êtes maire donc, de la possession. Si vous devez faire un bilan de ce que vous avez déjà réalisé en 7 mois, quelles sont les grandes lignes de ce bilan ? Alors, les grandes lignes du bilan, c'est déjà de reprendre les projets qui étaient existants. Je parle des grands projets d'aménagement. Le pôle loisirs de Dodane, nous avons réussi à faire changer le mode de financement. Et au final, la mairie de la Possession va économiser 2 millions d'euros parce que le projet a été déclaré d'intérêt communautaire par le TCO. Ensuite, nous avons repris le projet Cœur de Ville et nous sommes en train de le faire avancer, tout comme le projet de Zach Moulin-Joly aussi, avec la reprise d'un projet skatepark adapté à la taille de la ville, parce que 1 million d'euros pour un skatepark, 12 millions d'euros pour une piscine qui de toute façon n'était pas budgétée, c'était hors de portée de notre commune. Donc on est en train de revoir ces projets à une taille humaine et raisonnable. Et ensuite, ce sont des projets de proximité, les conseils de quartier qui sont d'ores et déjà actifs, avec un bureau constitué qui commence à se réunir et à monter des projets. C'est la maison des associations qu'on avait promise et qui ouvre la semaine prochaine. C'est donc ces aires de musculation pour les jeunes. La jeunesse, c'est vraiment le point important de notre programme. Nous avons créé un service jeunesse qui n'existait pas. Nous avons des animations Urban Concept qui ont lieu, notamment ce samedi soir. Je lance un appel à tous les jeunes possessionnés à venir sur le plateau festival voir et participer à ce concept novateur. Juste une parenthèse, vous avez chanté ? Alors, est-ce que je vais chanter Alors, pas forcément, là c'est du hip-hop, du slam, etc. Alors, je ne suis pas spécialiste là-dedans. Mais par contre, sur d'autres occasions, j'ai déjà chanté sur les rencontres interchorales des enfants de l'école primaire. Il y aura d'autres occasions où je pourrai m'exprimer. D'accord. Alors, je vais revenir sur votre bilan. Vous êtes aujourd'hui aussi vice-présidente au TCO. Mm-hmm. Vous travaillez avec des politiques. Je dirais, je ne sais pas comment ça se passe avec eux. Est-ce que ce projet d'écocité, entre autres, que vous avez pour la possession, est-ce que ça se met en place aussi ? Alors oui, le TCO, le travail en fait, il se fait lors de commissions, comme en mairie, et lors de réunions entre les 5 maires. Et honnêtement, c'est de la part de Monsieur Thierry Robert, qui est le seul qui était là d'avant. Il nous dit c'est un soulagement de voir que ça se passe très bien. Il y a vraiment des discussions ouvertes entre nous 5. Moi, je fais en sorte de vérifier qu'on est toujours dans la justice. Je cherche pas à tirer la couverture vers la possession, bien que la possession, n'ayant pas participé précédemment, l'ancienne équipe n'allait pas forcément aux réunions, donc on a quelques déficits, notamment en termes de transport. Mais voilà, on essaye d'être vraiment équitable et de faire en sorte que chaque commune ait des avancées. Et nous, avec le pôle loisirs d'Odane et bientôt le transport en commun en site propre sur l'avenue Mahatma Gandhi, donc entre Moulin-Joly et la ZAC Saint-Laurent, on va avoir cette bouffée d'oxygène au niveau des fonds du TCO. Mais bien sûr, l'écocité, c'est un projet encore plus majeur dans lequel nous allons participer, notamment avec la ZAC Cœur de Ville, qui va être pour nous un point d'orgue de ce qu'on appelle le développement durable, un écoquartier qui va vraiment permettre aux gens de vivre là où ils sont et enfin de sortir de cette image de ville dortoir. Vous héritez aussi d'une image de cette ville qu'on appelait une ville dortoir, parce que ceux qui
qui sont là sont généralement ceux qui ont travaillé soit sur Saint-Paul, soit sur Saint-Denis. Aujourd'hui, avec la façon où les logements, l'habitation a été construit, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous pouvez continuer, poursuivre, faire évoluer cette situation et également cette image? Alors, on a des coups partis, ce qu'on appelle voilà, malheureusement des choses qu'on n'a pas pu arrêter. Je pense au McDo de Moulins-Joly, c'est pas forcément l'évolution que je souhaite pour notre jeunesse, mais bon voilà, c'était déjà signé. On a aussi des contraintes, je prends la ZAC Moulins-Joly où on a des difficultés financières à équilibrer qui font que le programme de logement a été densifié et en même temps il faut veiller à ne pas mettre que du béton, que des habitations sans activité. Donc c'est pour ça qu'on travaille sur un programme d'animation pour la jeunesse et d'équipement. On est en train de monter un projet de beach volley, soccer, tennis à Moulins-Joly qui va permettre aux jeunes aussi de s'exprimer en plus du skatepark. Voilà, donc c'est notre volonté, c'est vraiment de faire en sorte d'équilibrer les choses, de ne pas concentrer trop l'habitat au même endroit, de commencer à densifier les bas et de laisser la respiration, on va dire, des espaces naturels et agricoles pour les hauts, et enfin de faire en sorte vraiment d'avoir une homogénéité, une cohérence au niveau du transport, au niveau de l'ombre, du cadre de vie tout simple, parce que c'est ce que les gens demandent, des trottoirs, des pieds de bois pour pouvoir marcher à l'ombre, des bancs, voilà, faire en sorte vraiment d'avoir un cadre de vie agréable au quotidien. On va descendre sur le littoral, on va parler de ce fameux port dont on a parlé. Aujourd'hui, ce projet commence à avoir des contours. Vous en êtes où? Est-ce que vous avez repris ce dossier-là? Et quel va être, parce que je crois que c'est un port de débarquement qu'on souhaite, je ne sais pas si c'est toujours le cas, parce qu'ils veulent mettre, enfin en tout cas Jean-Paul Virapoulet veut un port d'éclatement, je crois. Donc est-ce que vraiment vous allez trouver vous allez pouvoir trouver cet équilibre? Alors, pour l'instant, on est sur un projet beaucoup plus modeste au niveau du port, mais par contre plus ambitieux au niveau du tourisme. En fait, pour moi, une des clés de l'emploi, parce que c'est là quand même la question principale que se posent les Réunionnais et les possessionnés, c'est comment créer de l'emploi durable, arrêter avec ce cercle infernal des petits contrats de 6 mois ou de 1 an. Pour moi, le tourisme, c'est notre voie d'accès vers l'emploi durable. Je reviens d'une mission aux Seychelles où on a signé un partenariat de coopération avec la ville de Victoria et on voit là-bas le dynamisme du tourisme et on se dit qu'il y a un créneau à prendre sur la Réunion. On est patrimoine mondial. Alors sur le front de mer de la possession, on est limité par rapport au projet route du littoral. Donc pour l'instant, on ne peut aménager qu'une partie, mais le projet est déjà en cours d'avoir une piscine d'eau de mer, d'avoir un front de mer aménagé avec des espaces de restauration, une aire de pique-nique, un terrain de beach volley pour ceux qui ont envie de faire de la pratique sportive et un espace pour pouvoir faire du footing, du jogging. Donc voilà, c'est en cours. La région sera votre partenaire sur ce projet? Oui, la région via la SPL Marina est notre partenaire sur l'aménagement de cette partie du front de mer et ensuite on l'espère sur la suite de l'aménagement jusqu'à la Grande Chaloupe. À terme. Et on va revenir sur ce bord de mer, parce qu'on va parler de route du littoral. Aujourd'hui, il y a les chantiers préparatoires qui sont en train de se faire, et les pêcheurs de la possession sont un petit peu dérangés, on va dire, dans leurs habitudes. Aujourd'hui, est-ce qu'il va y avoir un aménagement temporaire? Est-ce que vous avez proposé autre chose, vu que plus ils vont avancer vers la possession, moins il y aura d'espace pour les pêcheurs? Alors, l'espace des pêcheurs va être préservé tel qu'il est. Il ne va pas disparaître. Il va même être remis en état parce que pour l'instant, le ponton de ce petit port est complètement hors d'usage et même dangereux pour la sécurité des pêcheurs. Donc, le projet est déjà budgétisé pour refaire un nouveau ponton et remettre tout ça à neuf. Mais effectivement, pendant le temps des travaux, il va y avoir des nuisances pour la ville de la possession. Et on va voir auprès de la région toutes les remontées qu'on aura des pêcheurs comme des riverains pour faire en sorte vraiment qu'on minimise les nuisances. Je prends un exemple, la maison de retraite qui est à Camp-Magloire nous a fait remonter des problèmes de poussière qui gênaient la respiration et on a fait la demande à la région qui l'a appliqué d'arroser plus souvent le chantier. Donc ça va être des choses comme ça qui vont nous permettre au fur et à mesure de veiller à ce qui est notre cœur
cœur de métier, c'est-à-dire le bien-être des possessionnés. Vous héritez aussi de quelque chose, c'est la circulation avec cette route. Et vous savez très bien que il y a de la route vers la montagne, il y a aussi le centre-ville. Lorsqu'il y a vraiment des bouchons, c'est comment allez-vous essayer d'harmoniser tout ça pour éviter ce que vivent déjà les possessionnés? Alors, l'ouverture de l'échangeur qu'il y a depuis quelques jours, quelques semaines, en bas de Ravina-Malheur, c'est déjà, au-dessus de la route. Voilà, c'est déjà une bouffée d'oxygène. Il faut savoir, hein, pour la petite histoire, mes parents habitent à Cormagloire depuis 35 ans. Il y a 35 ans, on leur avait dit, vous inquiétez pas, dans quelques semaines, c'est en place. Hein. Bon, effectivement, on n'avait pas dit combien de semaines, mais voilà, 35 ans après. En quelle année. Voilà, exactement. Donc ça y est, c'est fait. Après, on est sur une étude du plan global de circulation de la possession, parce qu'effectivement, quand on résout le problème quelque part, il ne faut pas le déplacer ailleurs, et notamment avec ce projet Cœur de Ville, où il y aura à terme 5000 nouveaux habitants, il nous faut absolument prendre en compte la circulation et faire en sorte qu'on ne soit pas asphyxié. Alors évidemment, plan de circulation, mais aussi favoriser les transports alors on appelle plus ça doux, mais actif, c'est-à-dire le vélo, la marche, faire en sorte vraiment que on se réapproprie sa ville à pied, qu'on ait des distances qui soient accessibles à pied par des commerces de proximité. Donc tout ça, c'est en cours d'étude. C'est vrai que vous connaissez bien cette ville pour l'avoir sillonnée pendant 2 ou 3 ans à vélo et à pied. Pardon 4 ans, et j'y suis née, donc je la connais sur le bout des doigts. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut apporter une solution à la circulation? Est-ce que de mettre les rues, par exemple, en sens unique? Alors, pour moi, il n'y a pas de solution justement unique. C'est un ensemble de choses à faire. Donc, le plan de circulation, favoriser les autres modes de déplacement, mais aussi faire en sorte de développer le covoiturage en mettant des aires de covoiturage. On est en train d'étudier ça. Mettre en place un plan de déplacement d'administration et d'entreprise. Le TCO travaille sur un plan de déplacement urbain à l'échelle du TCO, mais il faut regarder, quand on a une entreprise avec une centaine d'employés, peut-être que certains peuvent covoiturer et ça réduit les fréquences de voitures. On peut regarder au niveau des écoles aussi comment mettre en place ce qu'on appelle des pédibus. On prend les enfants à pied, on leur fait faire le trajet de façon sécurisée entre chez eux et l'école, et ça évite que le parent prenne sa voiture pour déposer l'enfant. Donc il y a plein de solutions à mettre en place. On va parler politique. D'abord, aujourd'hui, est-ce que le PLR est toujours dans votre majorité ou non? Alors, moi j'ai pris avec moi une partie des membres de la liste de Gilles Hubert. Et comme nous sommes un mouvement citoyen, moi, ce n'est pas l'étiquette politique que je regarde, c'est la personne et c'est le travail qu'elle fait. Je prends donc Monsieur Gilles Hubert, qui est mon adjoint au sport, Madame Sophie Vayabouri, qui est mon adjointe à la petite enfance. Ce sont des personnes formidables qui font un travail remarquable. C'est grâce à Gilles que la semaine prochaine, la Maison des associations devient une réalité. Sophie est en train de faire un travail de longue haleine pour mettre en place vraiment le bien-être de tous nos enfants dans les structures de petite enfance. Donc voilà, moi je regarde simplement le travail fait par chacun de mes élus, et tous mes élus sont de même valeur pour moi. En mars, il y a les départementales. Vous étiez candidat en 2011. Vous ne l'avez pas été 4 ans plus tard, je ne sais même plus la date. Vous avez été donc en 2011. Vous avez failli gagner. Finalement, vous avez gagné en 2014 l'élection municipale. Vous serez candidate en 2015. Alors, les départementales, donc tout mon groupe, on réfléchit activement à cette question. C'est vrai que là où on en est de nos réflexions actuellement, on a toujours dit pendant la campagne aux possessionnés qu'on ne se servait pas de la mairie de la possession et des municipales comme d'un marchepied. On ne se sert pas d'eux pour ensuite aller vers des ambitions politiciennes autres. Donc ça, c'est un fait. Par contre, ce qu'on s'est aussi dit depuis quelques semaines, c'est que, vu les candidatures qui commencent à se déclarer, vu l'attitude de l'opposition, qui n'est pour moi pas du tout constructive, qui n'est que dans l'acharnement à critiquer, on ne peut pas se permettre de laisser la place à un conseiller général qui soit dans la destruction et non pas dans la construction, en collaboration avec l'équipe municipale. Le canton, la commune, ça doit fonctionner en cohérence. En clair, si vous n'êtes pas candidat, en tout cas, vous soutiendrez
quelqu'un. Voilà, je ne serai pas candidate, moi, a priori, à titre titulaire. J'ai pris aussi cet engagement de ne pas... Voilà. Un individu, un mandat. Exactement. Mais j'ai dans mon équipe municipale et dans mon groupe politique Possession en Action des gens de valeur et on est en train de réfléchir à comment s'organiser pour être présent sur ces élections. Maïsa Miranville, merci. Nous sommes arrivés rapidement au terme de ces 20 minutes. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc que vous êtes maire de la Possession et que vous venez nous donner plus ou moins le bilan des 7 premiers mois de votre mandature de maire. Donc merci à vous. Merci à vous. On va accueillir un autre invité. Je vais vous demander de laisser la place à Éric Fontaine du CNL, de la Confédération. La Confédération nationale du logement. Donc on va parler de logement. On va essayer de tenir ce rythme une fois par mois. En troisième partie d'émission, on va vous donner la parole. On va donner la parole à ceux qui ont besoin d'informations, de renseignements sur le logement. Comment s'en sortir lorsqu'on a des problèmes d'humidité, des problèmes pour même payer le loyer. Donc Éric Fontaine est quelqu'un qui est bien connu sur la place, qui apporte souvent son éclairage. Éric Fontaine, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous revenez je dirais, vous préparez plutôt les élections pour cette année. De locataires, mais pas que ça. On a toujours aussi des problèmes liés au logement qu'on doit régler en permanence à tous les moments de la journée, malheureusement. D'accord. Alors, ce que je propose, c'est que, comme on l'a dit, c'est que ce soir, donc, vous pourrez donc poser vos questions donc, à Éric Fontaine au 0262 566 des questions qui concernent le logement. Et là-dessus, on va essayer enfin, surtout Éric Fontaine va essayer de vous apporter des informations, oui, des éclaircissements. Et surtout, n'hésitez pas, parce qu'il est très pointu sur cette question. On va faire un point d'abord sur le logement. Oui. Aujourd'hui, combien de personnes vivent dans des logements insalubres? On peut estimer à 20 000 Réunionnais qui sont dans 20 000 appartements insalubres. Donc, en réalité, il y a plus de 80 000 Réunionnais, quand même. Quand on dit insalubre, qu'est-ce que c'est? Alors, insalubre, ça veut dire que les conditions sont extrêmes pour la santé également des habitants. C'est qu'il y a un risque manifeste pour la santé. Donc, vous avez des fuites de toutes parts, vous avez des problèmes électriques, donc des risques également sur la sécurité des personnes dans les appartements. Donc, le problème, il est extrêmement présent, et aussi bien dans le parc privé que dans le parc social. Et on a de plus en plus d'appels de personnes qui sont effectivement abandonnés, en tout cas, ils se sentent abandonnés. Et on estime effectivement que les services ne réagissent pas assez vite pour constater l'insalubrité ou l'indécence du logement. Alors, quand on parle des services ne réagissent plus, là, on parle que des opérateurs, ou aussi il faut parler des logements sociaux? On parle des contrôleurs aussi. On disait que lorsqu'un logement est indécent, on doit faire appel à la CAF, notamment, Caisse de location familiale, qui doit venir constater l'indécence. On trouve que ça ne répond pas assez vite. On doit faire appel à l'ARS, l'État en tout cas, en cas d'insalubrité. Donc, on manque de réactivité. On rappelle également aux maires, parce que les maires ont tendance à avoir la mémoire courte, ou des oublis en tout cas, qu'ils ont aussi, par leur pouvoir de police également, un rôle sur le contrôle effectivement des logements insalubres. Ce qui est un paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde même les derniers, certains immeubles, se dégradent très rapidement. Tout à fait. Je disais qu'on a eu l'occasion, lors d'un débat en présence du président de l'ARMOS. L'ARMOS, c'est l'association qui regroupe tous les bailleurs sociaux. Et il y avait également le président de la FABTP qui était présent. Et eux, ils étaient dans une course à la construction. Et moi, j'étais plutôt totalement décalé par rapport à eux, parce que je disais que j'étais inquiet de voir aujourd'hui comment on construit les appartements, puisque les appartements qui datent de moins d'un an sont d'un état lamentable. C'est pas plus tard que samedi dernier, j'ai été appelé samedi après-midi, dimanche, pour venir constater à la Belle-Pierre un immeuble récent, moins de 2 ans, où tout un pan du mur s'est effondré avec tous les carreaux dessus, et ça a duré comme ça pendant une semaine. L'appartement est neuf, l'immeuble est neuf. On peut vous citer également des logements en silos qui ont été construits, 50 logements exactement. Ces 50 logements qui ont été financés par les crédits d'État, avec nos impôts, ont été construits, mais ne seront jamais livrés. Donc il faut les démolir. Le coût s'élève à plus de 5 millions d'euros, et c'est le contribuable qui va payer. Donc on voit bien qu'il y a un problème. Par la municipalité.
construit par un bailleur social qui est à Saint-Madère, hein, d'ailleurs, qui a construit ces logements. Il y a eu une expertise judiciaire et l'expertise a demandé la démolition des logements. Donc il y a eu les appels d'offres, la Saint-Madère lance appel d'offres pour demander la démolition des villas. Ce sont des petites villas. Nous allons prendre le premier appel donc de cette soirée. Allô, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, donc voilà. Je vous téléphone, c'est parce que je me trouve face à une situation assez désastreuse pour moi, parce que je suis face à des difficultés. J'ai à payer des charges locatives qui sont injustifiées. Donc d'ailleurs, j'ai cessé quand je paie mon loyer, je retire les charges locatives à l'intérieur. Là, je les dois pour 3 mois. Enfin, ils disent que je les dois pour 3 mois, alors que les charges locatives, ils sont même pas pris en compte parce que les poubelles sont exposées à l'extérieur. Et ça sent mauvais déjà d'une. Et de deux, non, pour l'image aussi de notre habitation, ça c'est pas très très agréable. Il y a des odeurs franchement horribles. Le local à poubelle est fermé toujours à clé. Donc, et puis là, ils ont osé me mettre en demeure par rapport à cela. Je suis déjà parti voir le directeur donc de mon bailleur en ce sens. Et puis pour d'autres problèmes encore, il y a aussi le problème de lumière aussi de mon palier qui ne fonctionne pas du tout. En plus de cela, l'hygiène des escaliers, c'est même pas entretenu. Les boîtes aux lettres qui sont cassées également. Et il y a des infections aussi sur mon balcon, donc causées par les pigeons. Je leur ai déjà fait part de ça, mais il n'y a rien qui se fait en amont. J'ai été obligé de déboucher de moi-même, ma canalisation. Parce que les pigeons, ils ont pondu carrément dedans. Oui. Alors, votre question, monsieur, c'est là, comment dois-je faire justement pour faire respecter mes droits, parce que là, ils cherchent à me faire payer des charges qui sont injustifiées. D'accord. Et plus ça va, plus ils rajoutent les charges non réglées antérieurement. Et je sais plus comment faire face à ça, quoi. Parce que je suis reconnu travailleur handicapé par rapport à ça aussi, et pour l'hygiène également. Donc des pigeons, c'est pas. Et je paie mon loyer normalement, hein, mais là je retire les charges parce que je payais des charges, mais c'est exactement comme la situation dans laquelle je viens de vous expliquer à l'instant. Je trouvais ça anormal, donc j'ai arrêté de payer les charges, quoi. Juste une question, monsieur, vous habitez où? Sur le port. D'accord. Alors, monsieur Ricontel va vous répondre. Alors, déjà, je trouve que c'est lamentable. C'est une situation lamentable que je déplore. Je ne supporte pas ce genre de situation parce que ces gens paient un loyer. Me dire qu'un locataire, il va payer un loyer, il paie des charges locatives. Et ce que je dis, je fais un parallèle avec ce que j'ai vu tout à l'heure avant de venir ici sur le plateau. Il y a des immeubles au Camélia aujourd'hui où il n'y a plus de lumière dans les parties communes. Donc, vous devez monter 5 étages dans le noir total, où il y a des femmes, des enfants qui montent et qui descendent là après 22 heures. Donc, c'est quand même déplorable. Et sur la situation de monsieur, il faut préciser les choses. Les charges locatives sont cadrées par la loi de 1989. C'est que vous avez une loi qui cadre bien les choses, c'est que lorsque les charges ne sont pas dans cette loi, elles ne peuvent pas être intégrées. Et ce que nous, on découvre depuis 2 ans, c'est une autre astuce des bailleurs sociaux, et privés d'ailleurs, c'est que les charges locatives qui ne sont pas payées par les bailleurs, on précise bien les choses, les charges locatives sont des sommes payées par les locataires. Chaque fois que vous voyez quelqu'un entretenir votre immeuble, des ampoules changées dans le parking par exemple, il faut bien se dire que c'est le locataire qui paie ces charges locatives. Ce sont des sommes exorbitantes que le locataire paie tous les mois sur le prix du loyer. Donc il y a le loyer principal et les charges locatives. Et ce qu'on a constaté, je suis persuadé que monsieur est dans ce cas, vous avez aujourd'hui des bailleurs qui font des appels d'offres. Donc on fait des appels d'offres et on attribue des marchés à des entreprises de nettoyage ou d'entretien d'espaces verts. Et on se rend compte que l'agent d'entretien, qui n'est pour rien, lui, l'agent d'entretien, il va travailler 2 heures sur un groupe d'immeubles. Mais ce gars-là, il va faire 5 immeubles dans la journée. Et pour entretenir un immeuble, les locataires vont payer 20 000 €. Or, le service réellement dure 2 heures ou 4 heures par semaine, pas plus. Ce qui veut dire que si on réagit et on réfléchit un peu... Ça veut dire quelque part, ils essayent de mettre au plus bas leur loyer, mais ils se rattrapent sur des
Non, non plus, parce que le prix des loyers à La Réunion, dans le parc social, c'est un combat également classé en Allemagne, il est à un prix exorbitant. Vous avez des loyers qui sont aujourd'hui à 13 € le mètre carré à Saint-Denis. Or, dans le secteur social, on doit être à 6,52 €, 6,53 €, pas à 13 € le mètre carré. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, sur le prix des loyers, vous avez à ce moment-là des loyers qui sont très chers, même si le loyer respecte ce qu'on appelle l'augmentation prévue par la loi, l'indice de référence des loyers, ce qu'on appelle l'IRL, mais les charges locatives explosent. Comment on peut gérer comment on peut veiller à ce que ces charges locatives ne soient pas aussi lourdes? Il faut les contrôler. C'est que c'est ce qu'on fait régulièrement. Moi, sur les logements que j'ai contrôlés sur les 3 dernières années, on a obtenu 852 000 € de remboursement pour les locataires. Alors, on va répondre concrètement à ce monsieur. Qu'est-ce qu'il peut faire? Concrètement, il doit écrire au bailleur pour lui dire que je veux contrôler les charges locatives. Lui, il ne peut contrôler que les charges locatives de l'année en cours. Nous, Confédération nationale du logement, peut contrôler 3 ans. D'accord? Donc il faut contrôler les charges. Donc, il faudrait que ce monsieur vienne nous voir. Voilà, il contrôle les charges, mais un contrôle de charges consiste non pas seulement à regarder des chiffres, mais il faut contrôler facture par facture, il faut dire des bons d'intervention, il faut tout contrôler. Alors, une question, si ce monsieur veut vous joindre. Oui, par contre. Alors, oui. Oui, parce que aussi j'ai une coupure de courant également, enfin des coupures de courant également qui commencent à partir du mois de juin 2014 et j'ai contacté directement l'EDF pour vérifier s'il y avait une coupure. En fin de compte, il n'y avait pas de coupure à leur niveau. Et il n'y avait que moi qu'en fin de compte dont le courant était coupé et donc j'ai perdu à 3 reprises donc mes frais alimentaires. Donc, qui est responsable de ça? Alors, si c'est un problème électrique qui est lié donc au boîtier, évidemment, c'est EDF. Hein. Après, si c'est un problème électrique qui dure depuis un certain nombre de temps et qui est de la responsabilité du bailleur, c'est au bailleur. Donc, non, parce qu'il n'y a pas eu, parce qu'ils ont déjà envoyé justement des techniciens Monsieur, de la CDR, enfin le bailleur. Il a déjà envoyé la CDR pour le bailleur, pardon, excusez-moi, je voulais pas dire le nom du bailleur, mais bon, tant pis, c'est trop tard. Pour vérifier, ils ont dit qu'il n'y avait pas de problème au niveau du compteur. On doit se retourner contre le... Comment ça se fait qu'il y ait des coupures? Je ne comprends pas. Il faut se retourner contre le bailleur, tout simplement. Alors, monsieur, ce que je propose, c'est que vous laissez vos coordonnées au standard. Monsieur, vous prendrez contact avec monsieur après. Il y a d'autres appels derrière. On va essayer quand même de les prendre. On n'a que 20 minutes. Merci à vous. Merci. Bonne soirée, bon courage. Merci, au revoir. Nous prenons l'appel suivant. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Là, je regarde cette émission-là qui est... Bon, vous parliez des appartements insalubres, donc c'est les locataires qui sont... Bon, moi, je dis une chose, c'est qu'il y a aussi des locataires qui rentrent dans un appartement, notamment, c'est pas une forme de racisme, mais des Mahorais, par exemple, ils rentrent, tout va bien, et tout fonctionne, et puis au bout d'un mois, 2 mois, tout est cassé, rien qui marche. Donc, c'est bien gentil de parler des bailleurs qui, les appartements sont insalubres et tout ça, mais il faudrait aussi parler des gens qui, notamment, je veux dire, j'ai rien contre les Mahorais, mais c'est vrai qu'ils ont une culture assez à part, avec 70 ans de retard, je sais pas, mais ils ont une façon de faire où c'est très sale pour l'image, pour tout. Je leur dis par exemple de ne pas mettre une ampoule avec une douille à l'extérieur, ils vont le faire. Ils vont allumer du feu pour faire des grillades. Bon, ça aussi, il ne faudrait peut-être pas en parler, parce qu'il ne faut pas parler seulement des locataires. Mais il y a aussi des bailleurs qui sont voilà, je suis très embêté par rapport à ça, justement. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Merci, monsieur. Oui, alors vous savez que le droit, effectivement, concerne aussi bien les locataires que les propriétaires. Si, effectivement, vos locataires, moi, je ne vais pas fixer, en tout cas, montrer une communauté parce que ce serait discriminatoire. Donc, je ne vais pas m'amuser. Je vous entends assez faible. Donc, mais je vais, moi, vous répondre globalement. Me dire que si un locataire, effectivement, ne respecte pas les règles prévues dans le cadre de cette location, il va abîmer votre logement, il va dégrader votre logement. En tout cas, c'est ce que j'ai bien compris. Il faut tout simplement saisir le tribunal, soit faites une injonction de faire, donc c'est gratuit. Vous récupérez les imprimés sur Internet, soit vous saisissez la commission départementale de conciliation et vous aurez à ce moment-là, sur la commission départementale de concertation, les 2 parties, vous serez présents, également le ou les locataires seront présents pour régler ce litige. Je me disais qu'il n'y a pas d'autre solution. Si je comprends bien votre position, les textes de loi protègent aussi bien, bien sûr, les locataires que les propriétaires. Nous sommes, nous aussi, appelés à interpeller, en tout cas à soutenir les copropriétés aussi, pour votre information, qui ont des problèmes avec les syndics.
Alors, est-ce qu'on a un autre appel? Alors, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais poser une question à Eric Fontaine, s'il vous plaît. Oui, je Allez-y, vous écoute. Voilà, on est venu faire un constat chez moi parce que j'ai des dégâts de logement indécents et ils n'ont pas vérifié partout. Oui. Et donc, ils me demandent la plupart des réparations que je paye à ma charge locative. Alors, d'abord, vous êtes dans quel logement, madame? La CDR. D'accord, c'est donc un logement social. Social. Alors, qui a fait ce constat? En fin de compte, j'ai fait des photos. Est-ce que c'est la SDR qui a fait le constat? Non, c'est moi qui ai demandé de faire un constat de tous les trucs abîmés de chez moi. Vous avez fait des photos, donc vous avez envoyé à votre bailleur? Voilà. Et qui vous demande de tout réparer? La plupart des choses, c'est moi, ça doit sortir de ma poche. D'accord. Eric Fontaine. Alors évidemment, ce n'est pas à vous de payer toutes les réparations. On me disait que on a dans des appartements de plus en plus d'ailleurs des infiltrations de toutes parts. Donc c'est sûrement pas au locataire, d'aller se taper effectivement toute la peinture à refaire alors qu'il y a des dégâts qui est dû au bailleur parce qu'il y a des fuites en haut qui ne réparent pas. Si vous avez le GFS qui décolle ou les carreaux qui décollent, ce n'est pas au locataire d'aller payer également, c'est au bailleur de remettre en état son logement. Vous payez un loyer, je le répète, on n'est pas en train de mendier à un bailleur une intervention. Il y a des textes de loi qui cadrent bien effectivement l'utilisation de ces logements. Et quand ça relève du bailleur, c'est du bailleur. Là, ça relève du bailleur. Moi, je vous conseille également, et j'espère, je pense que vous l'avez fait, écrire également à l'agence régionale de santé pour venir constater l'indécence, surtout l'insalubrité de ce logement. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de l'ARS, oui. Vous avez parlé aussi de ceux qui doivent venir constater, oui. Mais le problème, c'est que ces gens manquent souvent de moyens humains, ne serait-ce que pour venir faire le travail. Alors moi, je ne sais pas si c'est un manque de moyens humains ou de manque de volonté. Moi, je ne suis pas du genre à tourner autour du pot. Parce qu'on a énormément de constats sur La Réunion et on constate que quand on touche un logement social, la réactivité est beaucoup plus lente. On constate également, et c'est un vécu qu'on a actuellement sur un groupe d'immeubles, lorsqu'un locataire interpelle pour constater un logement indécent, il a vu tout simplement son allocation de logement coupée et c'est lui qui aujourd'hui reçoit un courrier de la CAF, puisqu'il s'agit de la CAF, lui demandant de se justifier parce que son logement est indécent et que les travaux ne se déroulent pas. Donc c'est le monde à l'envers. C'est cette personne qui a attaqué effectivement le bailleur et c'est elle qui se retrouve aujourd'hui attaquée par la CAF en disant qu'on a suspendu votre allocation logement parce que votre logement est indécent et vous ne faites rien. Or, elle a attaqué. Vous êtes quand même D'accord. Et je voulais avoir un autre renseignement. Il doit avoir des gros travaux chez moi. Oui. J'ai un bébé. Oui. Donc, les poussières et tout, donc c'est à moi d'assumer tout ça? Non, mais c'est que s'il y a des travaux importants, le bailleur est tenu de vous protéger. Donc, soit il vous reloge provisoirement dans un autre logement, soit effectivement il assure la sécurisation de l'appartement pour qu'il n'y ait pas de risque pour les occupants, notamment là s'il y a des enfants, la poussière ou peut-être même de l'amiante, on ne sait jamais, j'espère qu'il n'y a pas d'amiante chez vous en tout cas. Donc, me dire que le bailleur est tenu d'assurer cette sécurité. Donc, s'il y a des gros travaux, il doit se débrouiller pour vous reloger ailleurs le temps des travaux. D'accord. Sans avoir à payer votre déménagement. D'accord, merci beaucoup du renseignement. Merci, madame. Bonne soirée. Bonne soirée. C'est un dernier appel parce qu'il nous reste 2 minutes. La question que je voulais vous poser, Eric Fontaine, lorsqu'un locataire doit se battre pour faire respecter ce droit, c'est quand même la bataille du pot de fer contre le pot de terre. Non, moi je ne tiens plus ce genre de discours parce que les actions que la CNL a menées avec les locataires, on a systématiquement gagné. On n'a jamais connu une défaite devant effectivement des bailleurs pour la simple raison, lorsqu'on estime que le droit des locataires est bafoué, on va tout simplement demander réparation. S'il n'y a pas réparation, on va plus loin et on n'a jamais perdu. Je rappelle quand même que sur les 2-3 dernières années, c'est 852 000 € de charges locatives remboursées. Vous connaissez l'histoire des balcons qui sont tombés à Saint-Denis où les travaux n'ont pas été effectués, donc on a
obtenu de la part du tribunal la réparation des balcons. Vous connaissez l'histoire de l'immeuble de la Honte, du bidonville moderne du port, où on a obtenu gain de cause pour les 144 locataires. Donc il n'y a pas d'histoire de pot de terre contre le pot de fer. Je crois qu'aujourd'hui, les Réunionnais commencent à se réveiller et ont compris qu'ils ont des droits dans les logements et qu'il fallait nous respecter. Quand même une chose aussi, aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi veiller à ce que lorsqu'on construit des logements, ce soit construit de manière correcte? Tout à fait. C'est un véritable problème important de fond. Aujourd'hui, pour nous, la politique du logement est un bateau-fou. Il n'y a plus de véritable contrôle sur les logements qui sont construits. On arrive donc à des aberrations, comme je disais tout à l'heure, sur Sillaos, sur le port, sur Saint-Pierre aussi d'ailleurs actuellement, où on doit détruire ces logements. Mais je le précise bien, ça concerne aussi bien le logement privé que social. Et le risque qu'on a, c'est que dans les 30 ans à venir, ou 20 ans à venir, on va retrouver un certain nombre d'immeubles en situation de péril, parce que les immeubles sont en train de délabrer de toutes parts. Éric Fontaine, on arrive à la fin de cette émission. On vous donne rendez-vous le mois prochain. Merci. Pour encore 20 minutes avec ceux qui souhaiteraient avoir des informations sur comment se défendre face à leurs bailleurs. Donc rendez-vous le mois prochain. Merci. Donc je rappelle donc que vous êtes membre, administrateur donc, du CNL, qui est la Confédération nationale du logement. Merci à vous. Merci. D'apporter ces informations à ceux qui en ont besoin. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à la réalisation. Merci à ceux qui ont posé les questions. On vous souhaite de bien continuer votre soirée sur Télécréole. Bonsoir chez vous.